Michel Rousset, pédiatre à Rennes, juste pour lancer la discussion. Et dans les programmes de prévention, si Gilles Fortin était venu, il vous le dirait, parce qu'il y a le programme du thermomètre de la colère à Sainte-Justine, à Montréal, qui a été fait par Sylvie Fortin. Et je veux dire que moi, je l'utilise et je trouve qu'il y a ça explique bien le mécanisme de la colère. On le voit là sur le film, évidemment, mais on passe pas à la colère comme ça immédiatement. Et ça montre bien tout le mécanisme de cette colère. Et donc le thermomètre, il existe sur Internet également. En tout cas, sur le thermomètre de la colère, enfin, c'est Sylvie Fortin. Ouais. Et moi, je trouve que quand on regarde un petit peu les auditions, enfin, ou les aveux, à la question est-ce qu'on est tous susceptibles d'avoir envie de secouer un bébé, moi je pense qu'on peut même dire c'est normal d'avoir envie de secouer un bébé ou de le passer par la fenêtre. C'est-à-dire quand on est fatigué, je pense que c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Par contre, on n'est pas tous susceptibles de secouer un bébé. Et je trouve que le problème pour le thermomètre de la colère, ça présuppose qu'on réagit tous de la même manière. C'est-à-dire qu'on passe du blanc au rose pâle, au rose foncé, au rouge, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est là qu'on est différents les uns des autres. Et je pense qu'il y en a certains qui vont même toujours rester dans le rose pâle. Et par contre, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont très rapidement passer au rouge. Et c'est pour ça que, enfin, ça c'est peut-être un point un peu faible de ça. Tout à fait d'accord, mais enfin, elle explique bien le mécanisme de la colère, qui est un mécanisme physiologique. Hein, il faut bien comprendre, c'est un mécanisme physiologique. Alors, on passe du rose au rouge à des degrés plus ou moins rapidement selon les personnes, mais c'est un mécanisme physiologique, et ça, elle l'explique bien. Oui, et de toute façon, le problème du secouement, c'est le problème du passage à l'acte. Et même très en colère, on peut ne pas passer à l'acte. Bonjour, Adeline Fénière, je suis pédiatre médecin de PMI à Paris. Je suis chargée des modes d'accueil auprès du médecin-chef de PMI parisien. J'ai été très intéressée par votre étude sur l'impact, enfin la connaissance qu'avaient les professionnels de la petite enfance, donc nos agents de nos établissements. À Paris, ça représente plus de 6000 personnes. Si on rajoute les assistantes maternelles, on a une population énorme. Est-ce que des outils, enfin on va essayer de les construire peut-être ensemble, des outils de prévention peuvent être créés? Ça c'est ma première question. Et puis j'ai une question sur la prévention plus générale sociétale. On parlait tout à l'heure de la société. Beaucoup de parents d'enfants secoués, quand on peut parler avec eux, parlent de la pression des voisins. Un bébé qui pleure 2 heures par jour, vous finissez par avoir des voisins qui vous croisent dans le couloir, dans l'escalier, qui vous disent « mais c'est pas possible, ce bébé qui pleure ». Et je pense que là, il y a vraiment... On fait la fête des voisins, on pourrait faire la prévention des voisins. Il y a quelques années, il y a les Écossais qui avaient fait une étude d'incidence des traumatismes crâniens non accidentels. C'est une étude prospective, je ne m'en souviens plus à quelle année, ça remonte à moins d'une dizaine d'années, et qui montrait que l'incidence était plus élevée en ville, dans les quartiers où les gens n'étaient pas isolés, qu'à la campagne. Alors il expliquait entre autres qu'il y avait peut-être effectivement la pression des voisins. Bon, c'était une explication. Donc, moi, ce que j'ai pu repérer dans le cadre justement de cette enquête, mais bien avant, c'est une mobilisation forte, je l'ai dit dans mon propos, des professionnels de la PMI. Ils sont tous prêts et sentent bien qu'il faut passer à l'étape supérieure, à la fois en direction des adultes, tous les adultes, c'est vrai qu'il n'y a pas que les parents. Je crois que c'est pour ça que je me suis permise d'insister sur tout ce qui fait qu'il y a des professionnels ou des adultes qui s'occupent des enfants et qui sont aussi concernés par cette question-là. Donc, avec les professionnels de PMI, ce que j'observe, c'est qu'il y a des initiatives qui se font ici et là, et ces professionnels intègrent, notamment dans les parcours de formation assistantes maternelles et assistants familiaux, des temps justement d'échange, de sensibilisation.
Mais c'est vrai que les professionnels de la PMI qui ont souhaité s'exprimer à ce sujet se disent quand même en grande difficulté pour mobiliser, si vous voulez, le reste de leur environnement professionnel. C'est pas simple. Et puis également pour pouvoir dégager du temps. Parce que, bon, voilà, elles ont peu de temps. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est aussi dans les lieux d'accueil, dans tous les moments de leurs activités, que ce soit les péricultrices, les sages-femmes ou les médecins. Donc, elles distillent, un peu comme on a vu le petit film d'Anne-Laurent Vanier, elles saisissent l'occasion pour évoquer cela, et on voit bien que 2-3 minutes d'échange avec des parents, mais de façon sans non plus dramatiser, mais à titre d'information, peut avoir un effet absolument bénéfique pour la connaissance du sujet. Moi, j'aurais voulu dire qu'il me semble qu'il y a 2 outils de prévention précoce, dont l'un très précoce, qui sont en théorie simples, mais en France, rien n'est jamais simple. Quand on veut faire quelque chose, on découvre qu'il faut un décret, qu'il faut réunir des gens qui ne s'adressent pas la parole. Enfin, c'est toujours extrêmement simple. Il y a d'une part le manuel destiné aux médecins qui accompagnent le carnet de santé. Dans le carnet de santé, il y a quelques lignes pour dire aux parents qu'il ne faut pas secouer un enfant, et on comprend bien qu'on ne peut pas se lancer dans le carnet de santé destiné aux parents à des descriptions cliniques effrayantes. En revanche, dans le manuel d'accompagnement de ce carnet qui est destiné aux médecins, il y a une longue page sur le saturnisme, qui est quand même pas une pathologie très très fréquente. Il n'y a rien sur la maltraitance, rien sur les signes d'appel, rien sur la... Enfin, ça me paraît un véritable problème. Je pense que ce livret devrait être modifié. Le deuxième point, c'est l'entretien du 4e mois de grossesse. Parce que là, on a parlé de ce qu'on peut faire en maternité, mais au moment de l'entretien, si du moins il était réalisé vraiment, mais l'enquête périnatale nous a montré qu'il était réalisé dans 20% des cas, et c'est souvent les femmes qui l'ont demandé, c'est souvent celles qui en avaient le moins besoin, mais s'il était réalisé de façon exhaustive, c'est non seulement un moment de message préventif, mais c'est surtout un moment de dépistage des vulnérabilités et de lancement d'un accompagnement des parents et de soutien à la parentalité qui me paraît quand même une meilleure façon de faire de la prévention que d'agir quand il est déjà presque trop tard. Mais ça, je pense que Fabienne Quiriot est très renseignée sur ce problème. C'est vrai que ce serait un temps intéressant de prévention et d'information en tout cas. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, on s'en rend bien compte, mais nous sommes tous à réfléchir, d'ailleurs ça a été le cas en juin dernier, pour tenter d'introduire un certain nombre d'éléments qui permettraient d'enrichir et donner de la consistance enfin à cet entretien du 4e mois qui nous paraît absolument décisif dans le temps de la prévention précoce en amont de la venue du nourrisson. Je suis Muriel Sidbon, puéricultrice responsable d'un centre de PMI de Vitry. Et en fait, pour rebondir sur les démarches d'outils de prévention, on est dans une démarche de construction d'une exposition d'un bébé attendez, je vais reprendre le sens de mes mots, une exposition accompagnée en fait en direction des parents qui fréquentent la PMI sur la prévention du syndrome du bébé secoué, donc au Conseil général du Val-de-Marne. Et on est en finalisation de notre exposition qui se déroule en fait en 3 panneaux. Donc on a un panneau sur les pleurs. Le panneau est en interaction avec, pour les parents en fait, les pleurs, est-ce que ça provoque en fait chez le parent et quelles ressources internes ils peuvent mobiliser pour répondre à cette mal-être qu'ils ressentent. Après, on a un panneau en fait qui décrit un petit peu le développement de l'enfant, qui insiste sur le cerveau et comment est formé l'espace entre le cerveau et la boîte crânienne, ce qui explique que quand on secoue l'enfant, le cerveau bouge et donc il y a des conséquences. Voilà, on essaye d'être de ne pas rentrer trop dans les théories. On a des parents, voilà. On utilise le Shaken Baby Simulator, donc qui vient des États-Unis, qui je ne sais pas si tout le monde connaît, qui a un poupon avec une tête translucide et qui, quand le professionnel secoue l'enfant, des parties de la tête s'illuminent et montre en fait la partie du cerveau qui va être touchée et du coup quel physique l'enfant va
de quelle séquelle physique l'enfant va être atteint. Et le troisième panneau, qui est censé finir l'exposition sur quelque chose de positif, c'est-à-dire déjà revoir avec les parents et leur faire comprendre qu'être parent, c'est ne pas assurer 24 heures sur 24 sur toutes les tâches qui leur incombent, du ménage à les courses et s'occuper du bébé. Et du coup, on peut, à un moment donné, on a le droit, et chacun peut traverser cette période de « j'en peux plus », je ne sais plus comment faire, mais de leur donner l'opportunité de rechercher en eux-mêmes les ressources pour qui les aident en fait à passer ce moment d'acceptation des pleurs, si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si ma collègue a quelque chose à ajouter. Et du coup, sur le troisième panneau... Nommez-vous. On a ainsi... Excusez-moi, Marie-Hélène Antier, puéricultrice de secteur à Vitry. Merci. Et donc, sur le troisième panneau, on insiste en fait sur les aides qui existent pour les parents, les aides à la maison, les aides en extérieur, les PMI, les urgences, les médecins. Et donc, cette exposition sera accompagnée uniquement par les professionnels et après il y aura un flyer, un tract qui sera distribué à ses parents pour qu'ils gardent un petit peu un mémo de ce qu'ils auront appris. Il est très important que les parents sachent à qui s'adresser. Bien souvent, par défaut d'information, quelquefois quand ils sont dépassés par ce type de situation qui au départ ne sont que des questions, deviennent très vite des tensions, voire ensuite des actes plus violents à l'encontre des parents, mais c'est le mécanisme malheureusement qui se met en place. Et si on avait... Parce qu'on a souvent, nous, on étudie aussi quels sont ces publics qui sont les plus en difficulté, non pas financières, mais les plus en difficulté vis-à-vis de leurs enfants et du tout petit. Et on se rend compte que souvent, un des facteurs, c'est l'isolement. L'isolement autour d'eux, donc il y a une sorte de désert. Donc, à défaut, comment compenser ce sentiment d'isolement qui fait qu'effectivement, on peut être très vite en tension avec son enfant, dépassé, et puis être sur un registre plus violent. Donc, il est très important aussi de travailler en direction des parents pour leur dire, voilà, alors je sais qu'il y a des points info famille, etc., mais je crois que c'est autrement qu'il faut diffuser l'information. C'est une façon de parler aussi aux parents en les informant. Oui, Philippe Meyer, Necker Enfants Malades. Moi, je voulais donner une note d'optimisme parce que je trouve que l'amélioration de la connaissance du syndrome du bébé secoué, tant par les professionnels que par le grand public, est spectaculaire. Il ne faut pas oublier que quand même l'audition est très récente, qu'on a déjà une diffusion auprès des professionnels de santé qui, je parle sous le contrôle des représentants de l'HAS, a une diffusion qui est tout à fait normale et même au-delà du normal pour des recommandations. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans l'étude qu'avaient publiée Caroline et Catherine, puisque je vois qu'elle est là aussi, qui est extrêmement intéressant et qui est probablement le point principal de prévention, qui est l'évaluation des conséquences immédiates du secouement. Vous avez démontré que le secouement, ce n'est pas juste l'endormissement tranquille de l'enfant. Et ce qui persiste un petit peu dans les actions de prévention, c'est le fait qu'il y a une banalisation qui reste à la fois auprès de certains professionnels. Nous, il n'est pas rare d'avoir beaucoup de regrets sur les délais de diagnostic et les délais de prise en charge en réanimation, mais ça, on en parlera peut-être cet après-midi. Je crois qu'à partir du moment où les professionnels n'ont pas cette notion de conséquences immédiates et de conséquences graves immédiates qui nécessitent non pas une simple visite, un petit coucou, c'est bon, il n'y a rien, mais un réel suivi, le public restera aussi dans cette notion que finalement, je l'ai secoué, mais c'est qu'une fois, donc il n'y a pas de problème. On a le temps pour une question encore.
Oui, Christine Cervera-Kélifi, avocat. Je pense qu'au niveau de la prévention, il faudrait aussi peut-être accentuer peut-être vos efforts sur les parents issus de catégories socio-professionnelles élevées, puisqu'on a vu dans votre étude, Mme Murtz, que tout le monde est touché et qu'on peut avoir des réactions particulièrement surprenantes pour des gens qui doivent avoir a priori un niveau culturel suffisant pour réfléchir. Mais en fait, ces gens-là sont souvent très pris par leur profession, reprennent très rapidement leur activité, ne vont pas à la PMI. Je suis bien placée pour le savoir, je ne suis jamais allée à la PMI. On n'a pas forcément une information que je pense qu'à la maternité, il est indispensable effectivement de donner cette information. Et il faut peut-être donner d'autres niveaux d'information à ces gens-là parce qu'ils ne fréquentent pas les PMI. Ils ont souvent des nourrices à domicile qui sont plus ou moins bien formées, etc. Donc je pense qu'il y a peut-être à accentuer de ce côté-là aussi. Vous avez totalement raison, mais ils sont très difficiles à atteindre. C'est ça le problème. Et en fait, c'est une population très fragile face à la parentalité. Très souvent, ce sont des gens qui ont subi dans leur propre famille des pressions énormes, les études, les grandes écoles, les classes prépa, etc., puis qui, dans leur plan de carrière, font un enfant, catastrophe, ils pleurent. Et le lendemain, ils ont un conseil d'administration ou je ne sais quoi, et c'est très, très mal supporté, très, très mal vécu. Donc, moi, j'ai un nombre de dossiers de cadres supérieurs, très, 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 très élevés qui ont tué leur enfant. Et alors, d'ailleurs, l'intérêt, ça c'est l'intérêt épidémiologique de s'intéresser aux cas mortels, c'est que quand on en est à ce niveau de gravité, plus personne n'échappe au filtre. Donc, on a toutes les classes sociales qui sont présentes et on voit bien comment ça se passe dans les classes sociales élevées. Mais elles sont très difficiles à atteindre, voire elles refusent d'être atteintes. Oui, mais elles sont en hauteur, donc il faut qu'on les atteigne. Oui, j'ai peur qu'il y ait beaucoup trop de choses à dire aux parents, moi, au moment de la naissance de leur bébé. Il y a tellement de messages à faire passer, surtout les parents dont c'est le premier bébé, qui ont besoin d'informations sur l'alimentation, les soins, etc. Moi, je me demande si on ne pourrait pas profiter aussi de l'éducation nationale pour lancer un vaste programme d'information des élèves. Après tout, on fait de l'éducation à la sexualité. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas de l'éducation sur la maltraitance en général, le syndrome du bébé secoué, etc. Les jeunes, ils sont particulièrement attentifs à ces choses-là. Je pense que ce serait une bonne idée parce que sinon, les jeunes parents, on va les assommer de tas de messages et j'ai peur que ça passe pas très bien. Ça commence à se faire et moi je suis frappée par le fait, en fait depuis que j'ai publié ce livre qui s'appelle Les Oubliés, j'ai reçu un courrier mais gigantesque de toutes sortes de gens très très différents et notamment de collégiens et lycéens qui me parlent du problème, me demandent comment ils peuvent faire. Alors, ils font des stages, des mémoires. Je ne sais plus très bien comment fonctionnent les études, j'ai plus l'âge. Mais ils sont très intéressés par le sujet. Donc, il faut prendre la balle au bon. S'ils veulent bien, il faut en profiter. Alors, encore deux questions, mais on avait magnifiquement tenu l'horaire et on est en train de déraper. Oui. Bonjour, Viviane Schmitzberger, avocat au barreau de Metz. J'ai prévu, je dois intervenir en fin d'après-midi, donc le temps que je prends maintenant, je le retirerai à mon intervention en fin d'après-midi, puisque c'était par là que je pensais terminer, mais c'est tellement à propos que je préfère intervenir maintenant. À propos de la prévention, en préparant mon intervention de cet après-midi, j'ai discuté avec beaucoup de personnes autour de moi, et il y a une personne qui s'occupe beaucoup de petits-enfants, qui m'a fait une suggestion. Et elle me dit, mais toute cette prévention, les gens ne se sentent pas très concernés au moment où ils viennent d'accoucher. Ils ne peuvent à peine imaginer qu'un jour, ils seraient agacés par cette petite merveille qui leur arrive. Donc, ils ne sont pas très intéressés. Ils ne fixent pas forcément bien ce qui leur est dit. En revanche, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la mise en place d'un numéro vert ou un numéro à l'instar de
SOS Amitié, pour les alcooliques, etc. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Si, ça existe. Alors, est-ce qu'il nous faut... Oui, alors, mais le fait que j'ai cherché et que je n'ai pas trouvé, alors que je suis intéressée, prouve que c'est pas bien placé. Écoutez, donc, je Allô, me parents disais... bébé et Agnès Rosenblatt est dans la salle. Donc alors, est-ce que puisque je suis là plus un témoin de l'incapacité de trouver, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, c'est peut-être fait aussi, mais que ce numéro vert qui s'appelle, par exemple, je ne sais pas, au secours, bébé pleure, ou parents désespérés, parents excédés, que sais-je, est-ce que ce numéro ne pourrait pas figurer dans le carnet de santé ? Dans le carnet de santé ou dans le carnet de suivi. C'est une très bonne idée. Ça se fait ? Non, je vous dis que c'est une bonne idée. Mais ce serait tout simple à réaliser au bout du compte. Agnès Rosenblatt. Non, rien n'est... Françoise, pardon. Rien n'est simple à réaliser. Oui, encore une question, puis après on arrête. Janine Oxley, Association française d'information et de recherche sur l'enfance maltraitée. Je trouve très intéressant les échanges de ce matin, avec un petit hic pour moi qui, par mon travail en placement familial thérapeutique et par la création d'un service de prévention de la maltraitance, le constat est fait quand même que si les gens sont capables de réunir leurs ressources, souvent ils ne les secouent pas. Et je pense que l'accompagnement des parents est une chose très complexe parce que effectivement, quand vous dites à la maternité, on ne se rend pas compte qu'on pourra un jour être énervé par cette petite merveille, il y a beaucoup de mères ou de pères qui ne se sentent pas émerveillés par la petite chose qui est venue au monde. Donc l'angélisme est très très compliqué dans ce domaine et je pense que l'accompagnement des parents, l'espèce de pertinence constante dans la connaissance de qu'est-ce qui fait que certains parents ne peuvent pas ne pas secouer les enfants, c'est quand même très très grave. Et la manière dont sont fermés des lieux, la manière dont les budgets sont diminués, j'ai dirigé pendant 30 ans un lieu qui s'occupait du tout venant et qui maintenant ne peut s'occuper que des situations extrêmes. C'est quand même pour moi un symptôme très grave qui montre le destin de la prévention aussi. Oui, Françoise Rosenblatt, je veux juste dire, signaler justement cette ligne anonyme et gratuite qui s'appelle Allô parents bébés, qui fonctionne depuis février 2008 et dont les appels sont majoritairement des appels de jeunes mamans, premier bébé, moins de 3 mois, 0,3 mois. Et si on ne prévient pas la maltraitance en tant que telle, je pense qu'on a une action efficace sur justement les bébés secoués, parce que beaucoup de mamans nous appellent juste avant, si je puis dire. Donc voilà. Et je regrette de ne pas figurer dans le carnet de santé, mais il est fait tous les 5 ou 6 ans, il est refait tous les 5 ou 6 ans, donc je ne désespère pas. Je ne désespère pas non plus un jour d'avoir le logo d'Allô parents bébés sur votre belle société. Donc je vous en remercie d'avance.